exactement si on ne me comprend pas. Est-ce que, bon, cette relation-là, ici, il y a une ligne, par exemple, où Suzy présente son amie Marjorie, puis dit, ah ben ça, c'est ma meilleure amie. Avant, ma meilleure amie, c'était Julie, mais là, maintenant, ma meilleure amie, c'est Marjorie. Donc là, déjà, c'est un bon exemple de Gavellois-ish. Si on enlève ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change dans le rôle d'ami, par exemple, ou d'adjuvante, de facilitateur, d'attracteur que jouerait Marjorie? Si la réponse c'est non, on enlève ça. Vous voyez, il va y avoir plusieurs exemples. Je n'ai pas essayé d'en avoir 14 millions aujourd'hui. On va en avoir bientôt. Moi, j'aime ça rire avec ça, là, mais on s'entend, on ne rit pas de nous autres. Je pourrais faire le ménage si je jouais dans des premières versions de scénario. À un moment donné, on l'apprend, ça devient instinctif, là. Mais je pense que le premier état d'un scénario, d'avoir de la surexposition, c'est assez normal. Ce qui peut être intéressant, ben, comme je le dis, c'est d'avoir quand même assez ça en tête pour d'arriver à une première version polie, hein, première version-ish, presque deuxième version, où on a quand même fait un premier ménage avant d'envoyer ça chez les camarades et chez le prof pour nous éviter de faire rire de nous autres. Mais on ne fera pas rire, c'est ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on ne rira pas de nous, mais on va des fois rire de l'erreur qu'on fait tous dans la transmission de l'information, qui, je le répète, est l'affaire la plus fucking difficile qu'il y a à faire en scénarisation. Donc, info vitale, info facultative, hiérarchisation. L'affaire qui est très, très dure, et ça va partir de ce principe-là, mais il faut vous rappeler de ça, et c'est un peu là-dessus que je vais terminer tranquillement, pas vite aujourd'hui, mais il faut vraiment vous rappeler déjà une hiérarchisation fondamentale qui a à faire entre vos descriptions d'action dans un scénario et l'action et les dialogues. Là, je pense que je vais partager juste pour vous. Donc, vous voyez, j'enregistre au moins. Excusez. Excusez pour ce moment. Oui, on enregistre, pardon. Donc, vous voyez, dans ce que je vous montrais hier, dans le gabarit, donc, hein, on a vraiment nos dialogues. On a nos actions vraiment dans un logiciel de Final Draft, par exemple, on appelle cette partie-là, ici, en dessous d'un titre, l'action, description d'action. Dans les faits, c'est souvent description action, surtout dans les premières scènes. Vous allez voir dans votre scénario, c'est normal, il ne faut pas se décourager avec ça, mais de plus en plus, et on comprend pourquoi, ça devient une description d'action. C'est-à-dire que souvent, dans la première description d'un lieu, dans nos scènes d'établissement, de début du film, on a à décrire les lieux, tout ça, mais donc plus on va avancer dans nos scènes, bien, plus qu'on va dire, par exemple, appartement d'Audrey et Gabriel ou appartement d'un tel, on n'a pas besoin de le décrire. Donc, de plus en plus, cette section-là va être une section d'action. C'est vraiment avec ça, et vous le voyez ici, on est vraiment dans les actions. Bon, on qualifie les gestes des personnages, on dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il faut se rappeler que tout ce qu'on met dans nos descriptions, et ça, c'est comme l'inverse, mais pour moi, ça vient dans la question de contrôler l'exposition. Tout ce qui vient là-dedans est seulement à moitié visible. Hein? Donc, les actions concrètes, ce que les personnages disent, ben, c'est audible, c'est visible, on va le savoir. Tu sais, ce qui est dit, par exemple, dans mes descriptions, et ça, je veux vraiment que vous le gardiez en tête, ce qui est dit dans les descriptions ici, ben là, hein, vous voyez, on indique un peu qui sont nos personnages en fonction d'une réalisation. Donc, Gabrielle est belle fille, mais pas trop. Audrey, belle fille, mais pas trop. Une plutôt sage, l'autre plutôt dégourdie, assez wild.
sont un peu pompettes. Bon, ça nous dit qu'est-ce qu'on a besoin pour distribuer comme réalisateur, comme producteur, productrice. Tu sais, ça nous dit, bon, mais quel âge à peu près, c'est important. De quoi elles ont l'air, bon, apparence, bon, etc. Et pour les actrices qui vont avoir les jouer, bon, c'est quoi, grosso modo, le caractère d'un personnage, puis il va se définir en avançant. Vous voyez que tous ces qualificatifs-là, ils vont être portés, et c'est là que je vous dis que, bon, il y a une partie qui est visible, il y a une partie qui est invisible. Hein, donc, par exemple, hein, tout ce côté-là que Gab est plutôt dégourdi, ben ici, je le dis pour les comédiens. Hein, donc, toute cette partie-là, description, action, il faut rappeler que c'est une indication pour les comédiens de la réalisation qui ne se rend pas nécessairement vers la spectatrice ou le spectateur. Hein? Donc, quand je dis le caractère de Gabriel, je le décris ici pour la comédienne, mais ce n'est pas grâce à ça, évidemment, que le spectateur le comprend. C'est grâce au dialogue qui suit. Hein? Donc, ce que j'ai décrit, ben, ça donne une idée pour les gens qui réalisent, mais pour mes spectateurs, ben, le caractère des deux, il va être développé dans le dialogue qui suit. C'est vraiment quand ils se mettent à être sur Tinder qu'on voit bien que, bon, Audrey est plus relax, plus réservé, puis que Gab est vraiment en feu et dans un rapport à la sexualité beaucoup plus débridé, volontaire. Donc, cette distinction-là, elle est importante, il faut toujours la garder en tête. Si, par exemple, s'il n'y a pas le dialogue qui suit, si le dialogue n'est pas écrit de cette façon-là, et vous voyez, c'est un bon exemple d'exposition, ce dialogue-là. C'est-à-dire, c'est une scène salaire, c'est deux filles qui bisonnent sur Tinder un peu saoules à 2 heures du matin. Ça existe, c'est correct. Mais le rôle, c'est principalement l'exposition. Le rôle, c'est de prendre ce que je vous dis là, le caractère des deux filles et qu'est-ce qui va se passer, et de l'expliquer. Et donc, ces informations-là qui sont vitales pour moi de définir leur caractère, ben, ils passent à travers le dialogue entièrement. Là où je vous dis que c'est un peu le corollaire, il faut faire attention à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est une autre erreur, c'est comme la sous-exposition que j'annonçais. Il ne faut pas oublier que ce qui est là, dans les descriptions, dans les actions, ils vont le faire. Les personnages, bon, ça peut toujours aller, mais ce qui est vraiment de l'ordre de la description et des informations factuelles qui sont transmises ici, bien justement, si elles ne se traduisent pas en action ou en parole, elles n'ont pas lieu. Hein, c'est-à-dire, elles sont transmises au cinéaste, et ça, c'est une erreur qu'on va faire souvent, c'est-à-dire, ben, tu sais, comme la réalisatrice va dire, ben là, tu sais, ce que tu me dis là, si par exemple, Gabrielle et Audrey, c'était des sœurs, que pour une raison X, ça serait important pour moi. Puis tu disais, tu sais, Gabrielle est ici avec Gabrielle est avec sa sœur. Audrey est avec sa sœur Gabrielle. Bien, j'aurais pu l'écrire là. Et si vous lisez la suite du scénario, il n'y a jamais un moment où on comprendrait que les deux filles sont sœurs. Et donc, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure entre information vitale et facultative, mais que ça serait quand même une faiblesse. Mais je vous dis, dans ce cas-là, il aurait décidé, bon, ben dans ce cas-là, ben, ça pourrait être deux sœurs, on s'en fout complètement, ça ne joue aucun rôle dans l'histoire. Et ça serait un bon exemple. Donc, si c'était votre scénario, puis que vous me diriez ici, hein, Gabriel est avec sa sœur, Audrey est avec sa sœur Gabrielle, ben là, je lirais le scénario au complet, puis je dis, ben, pourquoi c'est dit que c'est sa sœur, on s'en contrefou. Ça ne change rien, puis de toute façon, tu l'expliques nulle part. Si, pour une autre raison, ça aurait à jouer un rôle plus tard, ben là, j'aurais tendance à vous dire, ben là, il faudrait que tu mettes de quoi ici. Il faut qu'on le comprenne, parce que là, on arrive à la fin, puis mettons, elle se met à pleurer parce que sa sœur est morte, puis elle voit l'autre, puis elle appelle leur mère. Puis je comprends fuck all pourquoi elle appelle leur mère, puis qu'elle pleure comme ça, parce que tu me l'as jamais dit que c'était sa sœur. Hein, vous comprenez ce que je veux dire là-dessus? Là, c'est vraiment le vice de la sous-exposition à l'inverse. Et donc, ça, c'est une erreur aussi qu'on va faire souvent, hein, ben, qu'on va faire les premières fois. Et des fois, il y en a quelques-unes et quelques-uns d'entre vous que j'ai déjà mis en garde là-dessus, pardon, à l'étape même du synopsis. Hein, donc, prenez attention, mais je veux dire, il n'y en a pas. C'est pas grave.
Et c'est pas parce que je vous en ai pas parlé que vous le ferez pas, là, tu sais, on s'entend, ou à l'inverse, parce que vous l'avez fait que c'est un grand échec. Mais quand je soulignais, par exemple, que votre synopsis était trop littéraire, ou qu'il y avait beaucoup d'informations dont je ne voyais pas comment elle allait se transmettre, c'est exactement cette idée-là. Hein. C'est-à-dire qu'en écrivant, en écrivant en littérature, ben, dans un roman, on peut l'expliquer, là, ça peut commencer, c'est l'histoire de deux sœurs dans le village d'un tel, mais à l'écran, il n'y a pas de sommeil. On peut faire une voix off de temps en temps, mais c'est toujours euh, solution, je vous le disais. Pas miracle. C'est comme, un peu comme les cartons, on peut avoir des voix off, on peut avoir une pensée de personnage, mais c'est vraiment pas une solution euh, miracle. La première façon dont les choses vont se transmettre, c'est par les dialogues, par les actions. Donc, quand je vous mets en garde là-dessus, c'est que bien sûr, si vous faites copier-coller de votre synopsis sur des affaires comme ça, puis vous mettez ça dans la description, ce n'est pas de la bonne écriture scénaristique. Non? C'est-à-dire, même si vous me mettez. Vous voyez, moi, ben, ça, je vous le disais de toute façon dans d'autres capsules, mais ma description des personnages, elle est assez fonctionnelle. Je ne commencerai pas à faire euh, une espèce de pedigree ou de portrait psychologique dans ma description, parce que de toute façon, même si je le faisais, le portrait psychologique, euh, à l'intention de mes comédiennes, par exemple, ben, si le portrait psychologique n'est pas en action dans le reste du scénario, ben, j'ai beau faire le style rapport du psychologue ici, ça donne rien partout. J'ai beau mettre leur arbre généalogique ici, ça donne rien partout. Je pourrais donner 1 million d'exemples de ça, là, mais peu importe, ce que je mets dans ma description, tant que je suis en mode description, euh, ben, c'est ça. Il y a une grosse partie de ça qui est invisible, c'est-à-dire qui ne va être vue que par mes, mes, euh, mes vrais lecteurs, c'est-à-dire les gens qui me lisent et non pas les gens qui vont me lire à travers cette interface qui est le film. Et donc, ça sert absolument, non seulement ça sert à rien, mais c'est une espèce de vice caché, c'est une espèce de vice de forme. Donc, il faut vraiment, vraiment garder ça en tête quand vous allez le faire. Justement, que dans votre backstory, justement, dans tout ce que vous aviez, dans tout ce que vous avez dans votre synopsis par rapport à vos personnages, c'est-à-dire euh, ce qui ne sera pas manifesté dans les dialogues ne sera pas su. Et de le mettre ici, ben, c'est juste toujours une partie euh, de la solution. Mais ça peut être même une partie du problème, c'est-à-dire que si on pense que parce qu'on l'a mis là, c'est transmis, ben ça ne l'est pas. Parce que c'est un scénario, ce n'est pas un roman. Donc oui, ce que vous me dites là, si c'est là, OK, moi je le sais comme réalisateur, mais comme réalisateur, comment je vais l'expliquer à mes spectateurs, comment je vais le faire comprendre à les spectateurs, ben là, je suis obligé de trouver une façon. Et ce n'est pas ma job de faire ça comme réalisateur, c'était votre job à vous autres, puis vous l'avez mal fait. Disons-le, disons-le en mode coach d'éducation physique d'école secondaire, c'est carrément ça. Donc, il faut vraiment garder cette double nature, encore une fois, de semi-invisibilité des descriptions en tête. Hein? Ce qui est dit ici reste à matérialiser très, très souvent. Euh, euh, donc, seule l'action va être visible. Seule l'action et surtout les dialogues vont être vraiment visibles, perceptibles, va être un vrai moyen de transmettre l'info. Et là, vous voyez un peu, par rapport à mon illusion de réalité, cette espèce que la balance, elle est délicate. Si vous n'en dites pas assez, vous risquez d'être à un moment, et j'ai vu des films, j'en vois encore, c'est très difficile aussi de donner des films où on ne comprend pas des relations importantes entre les personnages, par exemple, avant très, très longtemps, parce que il y a quelque chose qui n'a pas été explicité. Euh, euh, et à l'inverse, ben, si on transmet trop, bien, on va bien sûr avoir nos informations vitales, mais toujours être en risque de gaver l'oie, donc de créer une espèce de recul chez le spectateur. Donc, bon, voyons donc, dis donc bien des affaires qui ont
aucun sens dans leur façon d'être présentés, hein. Je vois le bras, la manifestation du gars ou de la fille des vues là-dedans. On essaie vraiment de me gaver de l'information, de me faire quelque chose, de faire comprendre quelque chose de façon très, très peu naturelle. Euh, un petit corollaire de ça, pour moi, de la mise en garde par rapport à la surexposition, c'est de faire attention aussi dans vos descriptions. Ça, c'est toujours un rapport à la littérature, je pense. Au fait qu'on a plus souvent, comment dire, on a lu plus souvent des romans qu'on a lu de scénarios, évidemment. Notre rapport au scénario vient du film, hein, du produit fini, souvent. Donc, notre rapport à la forme écrite qu'on écrit, à la forme écrite qu'on raconte de l'histoire, elle est souvent plus littéraire, hein. Donc, elle est romanesque. On pense à des romans, mais il y a des choses, l'objet scénaristique, dans son entre-deux-mondes, il ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, l'autre mise en garde que je disais, c'est de faire très, très attention. Des fois, vous allez lire des mises en garde contre. Il faut écrire simple, il faut écrire simplement dans un scénario. Ce n'est pas le lieu de faire du style, de faire des envolées lyriques. Il y a une raison. Des fois, je vais être plus lyrique que d'autres dans un scénario, dans mes descriptions, mais justement, si on considère la nature de mode d'instruction de l'objet scénaristique, comme je vous disais, il faut garder en tête qu'il y a des choses qui ne peuvent pas. Ça peut être bien de faire imager, de nous aider à imaginer de quoi les choses doivent avoir l'air comme lecteur, de qu'est-ce qui se passe. Mais il faut bien comprendre qu'au-delà d'un certain point, on va être complètement perdu potentiellement. Et donc, attendez un petit peu. Donc, par rapport à cet aspect, à cette référence littéraire-là, qui a d'une certaine façon trois erreurs à éviter, qui négligent la nature visuelle du, du film et donc du scénario, ça serait d'une part une écriture qui ne prend pas en compte l'image. Donc, c'est ce que je viens de parler d'une certaine façon, mais euh, par exemple, donc, il ne tient pas en compte de l'image. Si vous avez votre personnage, Marie rentre Marie, 30 ans, bibliothécaire, rentre du travail après une longue journée. Elle a hâte d'être à la maison. Vous dites tout ça, bon, ben, Marie, tout ça, ça m'aide, mais elle a passé une mauvaise journée. Moi, si elle n'en parle pas, encore une fois, c'est de l'info. Ça ne passe pas à l'image. Donc, tout ce qui est dans votre description à l'action, qui ne se traduit pas à l'image, vous voyez, ben, l'âge du personnage, tout ça, bon, ça va. Vous me dites, bon, c'est le comédien qui l'interpréterait, mais des informations comme ça viennent passer une grande journée, elle a hâte d'être à la maison. Comment tu joues ça? Comment tu vois ça? Moi, je suis un comédien, je suis comme, ben, bof, je suis un réalisateur, même chose. Hein, donc, genre, elle a l'air épuisée. Oui, ça, je peux comprendre. Elle joue, bon, OK, c'est correct. Ça peut lui faire du backstory, mais il faut faire très, très attention au côté peut-être vaseux d'une certaine façon ou inutile de ça. Inutile ou d'une certaine façon pas aidant. Tu sais, Marie est déjà bibliothécaire. Si je ne vois pas dans le reste, c'est pas important, mettez-le pas, parce que si je ne vois pas dans le reste du film qu'elle est bibliothécaire, ben c'est comme c'est encore une affaire. J'ai rien à faire avec ça. Elle a passé une bonne journée, elle a hâte d'être à la maison. Si je ne la vois pas parler à son chat, dire j'arrive, ben, j'ai rien à faire avec ça. Euh, oui, ça peut me donner du backstory, mais il y a une façon de me donner du backstory que je peux le visualiser, comme à la fois comme votre script éditeur et comme réalisateur éventuellement, qui fait du sens, mais écrire comme pour me donner l'intériorité d'un personnage comme si c'était un personnage de roman, c'est pas du tout aidant. Et c'est même bon, une mauvaise façon carrément d'écrire du scénario. L'inverse de ça, ce serait l'écriture sur image. C'est arrivé que je l'ai souligné
déjà à l'étape du synopsis chez quelques-uns d'entre vous, c'est les indications qui seraient valides dans un roman que je trouve des fois un peu vaseuse en littérature aussi. Mais donc, les indications, soit lyriques, exagérées, contradictoires. Donc, non, si quelqu'un, on va dire par exemple, donc, si on regarde notre Marie de tantôt, Marie est témoin d'un accident dans le métro, elle fait un étrange sourire froid et calculateur. Tu sais, donc, des affaires comme ça. Tu sais, des fois, tu vas lire ça, puis tu es comme. Là, je veux dire, toujours penser au réel, penser à l'écran. Donc, moi, je suis une comédienne, un sourire froid et calculateur. Faites-moi ça. Là. Tu sais, je ne suis pas capable. Bon, je suis pas un très bon comédien, là, mais même quelqu'un qui serait très, très bon, là, tu sais, d'arriver avec surtout des contradictions. Là. Des fois, on arrive, tu sais, elle a un air à la fois joyeuse et préoccupée. OK, joyeuse et préoccupée. OK, c'est bon. Encore une fois, des fois, en littérature, je veux dire, mime-moi là. Comme en scénarisation. Puis si tu n'es pas capable de le mimer, ben, ça n'a pas d'affaire. Donc, personne ne va être capable non plus. Donc faire attention, surdétermination, contradiction un peu poétique. Donc, à partir un personnage de roman, je pourrais dire, ben, OK, au moins je comprends. Donc, elle est joyeuse, mais elle a une crotte sur le cœur. Donc, OK, l'information passe, mais au cinéma, dans un scénario, me dire, Marie est à la fois joyeuse, préoccupée et pressée, c'est comme, hey, merci, tu me donnes, comme comédien, tu me donnes de l'ouvrage pas mal, de faire transmettre ça. Et donc, si c'est pas réaliste qu'un comédien peut supporter ça, ou même en animation, au niveau d'un trait ou tout ça, ben moi, je vais vous le dire à l'étape du scénario, c'est-à-dire là, ton indication, là, elle ne rend service à personne. Donc, faire attention. Et la dernière chose, ben justement, ça va être par exemple dans la sous-exposition d'une certaine façon, la mauvaise exposition dans un scénario, ce serait vraiment les métaphores pesantes, qui vont être encore les métaphores lourdes ou évidentes, qui vont être, je pense, je peux laisser ça sur un site, mais tu sais, donc, euh, euh, pardon, je regardais, pardon. Donc, les descriptions, métaphores pesantes, descriptions trop imagées, par exemple, mais qu'est-ce que j'avais? Ah oui, donc, si on dit, par exemple, bon, on est dans un hôpital, 2 heures du matin, le couloir est vide, il n'y a pas la moindre présence, seulement un lourd silence qui règne. Et là, si vous m'écrivez une phrase comme ça, ben, tu sais, par exemple, là, c'est pas le comédien, c'est le réalisateur en moi qui réagit, c'est-à-dire, OK, là, ça, c'est mon corridor, là. Hein? C'est mon salon. Tu sais, comme, donc, OK, il y a un lourd silence qui règne dans le salon, filme-moi ça, là. Il y a un lourd silence dans ce. Bon, OK, bon, essayez de mettre en scène un lourd silence qui règne. Hein? Vous voyez bien que, tu sais, bon, comme réalisateur, je dis ça, puis je fais juste couler les. Tu sais, bon, dis-moi, le couloir, tu sais, le corridor, bon, déjà, le corridor est vide. Si tu me dis, hein, dans la phrase, je dis, bon, le corridor est vide, il n'y a pas la moindre présence. Déjà, pléonasme. Si le corridor est vide, ben, il n'y a personne. Et un lourd silence qui règne, ben, moi, comme cinéaste, c'est comme, OK, vous êtes peut-être en train de me faire bon, du bon roman policier un peu noir, un peu inquiétant, mais dans un scénario, vous êtes en train de perdre du temps et de perdre des précieux, comme vous êtes de l'espace précieux de caractères, littéralement, de nombre de pages, de nombre de mots, à faire un peu des niaiseries. C'est-à-dire, tu sais, ça m'aide pas beaucoup. Et on pourrait déjà, tu sais, je veux dire, le corridor est vide, il règne une ambiance lugubre. Ben déjà, comme réalisateur, je dis, OK, là, on est dans le. OK, je comprends. Là. Ça me donne des idées, mais donc penser à vraiment l'information qu'on est en train de transmettre, et non seulement au spectateur, mais euh, au film à faire devant nous. Donc, bien comprendre ce paradoxe-là, dans le fond, que notre écriture ne doit pas être trop imagée, ou elle doit être imagée de façon à nourrir cette dimension visuelle-là. Donc, image pour image. C'est les images textuelles, les images m'aident à me faire une image
mental comme lecteur de votre scénario qui va être appelé à le transformer éventuellement en film, c'est payant. Si au contraire, c'est contre-productif ou c'est inutile, reformuler ou dropper carrément. L'autre exercice, juste pour récapituler, que je vous... non pas vous donnerai, que je vous suggère en fait, par rapport à la hiérarchisation que j'évoquais tantôt entre les infos facultatives et les infos vitales. Donc, une bonne façon de revoir ça à la fin, de regarder, c'est vraiment de lire en croisée euh, vos descriptions d'action, vos blocs d'action versus vos dialogues. Vos dialogues et vraiment vos actions. Donc, si je compare entre les deux, quand il y a de l'information, les identifier les informations, donc telle information, comment elle se répercute dans mes dialogues. Donc, faire la lecture croisée d'une certaine façon. Et quand on rencontre comme ça c'est peut-être la façon de hiérarchiser, là, c'est vraiment quand on rencontre quelque chose qui n'est pas transmis directement, se demander à ce moment, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je perds? Parce que ce que j'oubliais un peu de vous dire tout à l'heure, d'une certaine façon, c'est que pour éviter de gaver loi, le principe de base, c'est de ne pas former l'information. Hein, donc, de parier sur le naturel, un certain naturel de, comment dire, c'est un exercice que je faisais beaucoup en littérature, des fois, où je me dis, tu sais, vraiment, si ça peut ça ne serait pas intéressant de le faire tel que tel en scénarisation, mais je trouve que c'est un bon exemple, c'est-à-dire en littérature, dans des ateliers d'écriture littéraire, souvent, je faisais faire un exercice aux gens qui étaient, par exemple, vous allez prendre un personnage, prenez votre personnage, là, tu sais, donc, dites, c'est quoi son travail, qu'est-ce qu'il ou elle fait dans la vie, quel âge elle a, où elle vit, etc. Bon, où elle vit, bon, etc. Et mettez-la dans une situation. Et ce qui est assez révélateur, c'est que souvent la situation que je donne, c'est par exemple, bon, prenez votre personnage, tout à coup, bon, elle est réveillée en sursaut. Il ou elle est réveillée en sursaut à 2 heures du matin. Et dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous pouvez faire confiance un peu au naturel. Ce qui était révélateur là-dedans, c'est que souvent, comme j'avais interdit que l'info se transmette directement, bien souvent, comme on écrivait 2 ou 3 paragraphes, une page et demie, vous disait, bon, prenez vraiment cette situation de départ-là, hein, quelqu'un réveillé en sursaut par je ne sais pas quoi, vous décidez, mais montrez ce que cette personne-là fait à la suite de cette action-là. Et si on en fait 2, 3 paragraphes, bon, une page et demie, on échangeait ensuite les textes, on les lisait, et souvent on se rendait compte, en fait, assez étonnamment, que même si j'avais interdit que le personnage, si c'était la première personne, que ce soit au jeu ou que ce soit de l'extérieur, que j'avais interdit que le narrateur ou la narratrice se présente, dise son âge, transmette un certain nombre d'informations vitales, bien que quand on regardait, instinctivement, on l'avait fait un peu comme il faut. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de deviner. Là, c'est en littérature, évidemment, mais tu sais, donc, le personnage, tout à coup, de par ses réflexions, si c'était au jeu, ou de par la façon dont le, le, le narrateur, si c'était il ou elle de l'extérieur, décrivait cette personne-là, même s'il n'y avait pas de moment, par exemple, où on disait son âge, s'il n'y avait pas de moment où on disait son métier à peu près, bon, etc., qu'à la fin, on faisait un peu le sondage, comment vous le voyez, ce personnage-là, ou cet homme ou cette femme-là. Donc, on arrivait comme souvent à des résultats assez concertés. Donc, c'est un exercice que je disais, des fois, on peut le tricher. Moi, j'adorais ça en littérature. Bon, on ne peut pas le faire au cinéma, il faut le laisser, mais en littérature, j'aimais ça des fois. Partir de tromper sur le genre, par exemple. Tromper sur c'est le plus court, tromper sur l'ethnicité, par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais donc, le personnage, donc,
est racisé. Le personnage, non, ben donc, mon personnage, c'est un pompier, mais c'est une femme. Donc, des fois, donc, de trahir un peu ou de défaire nos attentes. Mais dans les faits, ben, c'est ça, c'est qu'on voyait dans un groupe donné, les guests qui se faisaient, si je ne dis pas l'âge d'un personnage, mais un personnage qui se lève, il a mal, il a mal au dos, puis il remet son dentier, etc., ben, je me doute que ce n'est pas un gars de 18 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça que ça se fait un peu en littérature, mais déjà au cinéma, on va avoir, ben déjà, on va visualiser un certain nombre de choses sur un personnage, mais dans cette séquence que je vous disais hier, vous voyez quelqu'un qui est dans son appart, qui s'en va au travail, qui part en bicycle, tout ça, ben, même si vous n'inventez pas quelqu'un, bon, le personnage, donc, il n'y a pas quelqu'un pour parler, puis qui dit, ben, déjà, ben, vous allez voir son appart, vous voyez une partie de son appart, vous voyez ce qu'il fait, ben là, il s'en va au travail au vélo, la façon dont elle est habillée, il s'en va travailler au vélo, on est toujours en train de donner des indices sur ce qu'un personnage est. Hein? Donc, des fois, ça peut être des fausses appréhensions, mais grosso modo, on a toujours jusqu'à un certain point l'air de ce qu'on est. Hein? Donc, si votre personnage, c'est ça, il part au travail, part au travail en vélo, reste dans un appart plutôt petit, tout ça. Il y a tout, vous allez avoir un certain nombre d'assertions, d'hypothèses que vous allez faire spontanément qui vont être justes. Donc, comme scénariste, ça, je te dirais ça déjà par la première consigne, c'est le bon pour empêcher de gaver l'oie, c'est déjà faire confiance à cette espèce d'instinct. De dire, tenez-vous-en à votre action de base, puis forcez pas forcez pas le coup. Mais souvent, on va avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire, ben là, on veut clarifier ça. Mais des liens familiaux, ben, vous montrez quelqu'un qui se lève le matin, qui prend son déjeuner, tout ça. Ben, vous allez comprendre, ben, c'est ça. Vous voyez ça, vous êtes surtout sur votre personnage. Donc, on va dire, ben, probablement que c'est l'héroïne, cette fille-là, qui a 15 ans, par exemple. Là, tout à coup, ben, il y a un petit gars qui vient manger à côté d'elle. Ça doit être son frère. Sa mère, son père arrive, ben, OK, ça doit être ses parents. Ben, ses parents doivent être ensemble. Puis, à un moment donné, ben, si le beau-père et le père n'est pas le vrai père, le beau-père, peut-être qu'on va l'apprendre. Peut-être qu'on s'en fout aussi. Mais à la base, on va placer les choses et juste en forçant pas tout d'un coup. Hey, bonjour maman. Bonjour. Ah, ben, qu'est-ce que ton frère Jérémy fait? Parce qu'on va absolument savoir comment il s'appelle, par exemple. C'est là qu'on va faire des erreurs. Mais je pense que le premier réflexe, c'est vraiment juste de faire confiance à votre description, telle qu'elle est votre description de l'action. Si on voit ce qui va se passer, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infos vitales et importantes qui vont se transmettre dans le cours du texte. C'est quand ça se corse que souvent on va faire des erreurs et quand ça se corse que là, on va avoir à se demander souvent vraiment, comment on va créer. C'est là qu'on va se mettre à faire l'exposition un petit peu plus fine, c'est-à-dire comment on va créer. Je pense que là, c'est un peu la magie, on y reviendra, mais ça aussi, on va le faire spontanément, souvent assez bien, c'est-à-dire on va créer des situations pour que ce qui est important dans la nature ou dans les actions d'un personnage se transmette spontanément. Donc, il y a, par exemple, j'ai juste une idée qui me vient en tête, mais justement, si on veut montrer, par exemple, que quelqu'un, c'est devenu un grand cliché dans le cinéma d'action des années 80, si on veut montrer que quelqu'un, par exemple, est un flic, un policier très, très coriace, et c'est ça, qui n'a pas peur de la manière forte,
on ne va pas le montrer en train de manger ses céréales le matin comme n'importe qui pour le présenter au film. Souvent, c'est là où je dis que c'est un grand cliché dans le cinéma d'horreur, pas d'horreur, mais d'action des années 80-90. Là, tu vas avoir 1 million de films où, par exemple, tu as le gars qui est en train d'acheter ses céréales ou d'acheter son pain ou d'acheter sa bière au dépanneur. Puis là, il y a un hold-up qui arrive. Puis là, le gars pète la gueule à tout le monde au hold-up et on se rend compte, bien sûr, ça s'appelle toujours John, en général. John quelque chose, et donc c'est un policier, et donc il ne faut pas le faire chier. Et donc, vous voyez, c'est une solution qui est devenue cliché, mais ce qu'elle nous montre dans l'exposition, c'est ça, c'est que si tu veux attirer, si la fonction principale, la nature particulière de ton personnage, est-ce que ce sur quoi tu veux attirer l'attention tout de suite, c'est sa badassness ou son côté coriace, t'es mieux de montrer un hold-up au dépanneur que de le montrer en train de changer sa roue de bicycle, de gonfler une roue de bicycle ou de graisser ses toasts, de beurrer ses rôtis. Donc, maintenant, si tu veux montrer quelqu'un est quelqu'un de bien ordinaire, tu peux commencer sa journée comme ça. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que des fois, dans l'exposition, il va falloir inventer une scène. Bon, si je veux que quelqu'un, qu'on comprenne, c'est quoi la job de quelqu'un, peut-être de le montrer au travail, par exemple. Où là, sans forcer, on va avoir beaucoup plus d'indices que si tout à coup on met quelqu'un dans une situation trop neutre, comme quelqu'un dans son char, dans le trafic. OK, c'est important de savoir qui il est. C'est comme il y en a beaucoup de monde différents pognés dans son char, dans le trafic. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il va y avoir un peu, souvent un peu cette idée-là, et ce serait peut-être le dernier conseil que je vais vous donner dans la capsule aujourd'hui, mais je pense que d'une certaine façon, si vous fiez à ce principe-là de naturel, qu'il y a une grosse partie de l'information qui se transmet intuitivement, spontanément, en voyant les gens agir et parler de façon le plus naturelle possible, avec une petite tricherie de temps en temps, c'est que si les informations qui sont pour votre histoire vitale ne se transmettent pas assez spontanément, c'est que les situations ne sont peut-être pas les bonnes. Où il vous manque une situation particulière, où il vous manque vraiment un ancrage d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi les bons vecteurs, le bon véhicule pour votre exposition. Et ça peut être le truc, justement, si vous vous rendez compte qu'à la moitié c'est ça, la moitié de votre scénario, c'est important que mon personnage soit pompier, puis on ne l'a pas encore compris qu'on était pompier. Là, c'est comme mets-moi une caserne au début de tout ça, par exemple. C'est niaiseux comme exemple, là, mais je pense que c'est vraiment un bon truc qui va éventuellement vous aider là-dessus. Donc, juste un mot en terminant. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vais vous transmettre aujourd'hui ces capsules-là sur la composition et l'exposition. Je vais faire suivre d'ici plus tard cette semaine, non pas tellement longtemps, idéalement, mais avant lundi, si possible, quelques autres capsules sur des questions de tonalité. Donc, celles que je me promets et je vous promets depuis longtemps sur les questions de tragédie, comédie et drame, qui peut toujours être intéressante pour nous, de même que questions de tonalité liées au dialogue. Et donc, il va être un peu en continuité de la question d'aujourd'hui de l'exposition. Donc, de regarder un peu comment on fait les dialogues. Donc, comme c'est dans les dialogues que va souvent se jouer la transmission la plus directe d'informations. Donc, je vous ai dit un peu les pièges à éviter par rapport à l'exposition, mais je pense que de regarder un peu comment écrire des dialogues de cinéma et un peu mes trucs par rapport à ça va vous donner peut-être des indices de comment bien le faire, faire le mieux possible par rapport à ça. Donc, d'utiliser les dialogues comme à la fois représentation de la parole aperçue sur la personnalité des personnages, mais comme vecteur organique de transmission d'informations. Donc, je vous retrouve un peu plus tard cette semaine par rapport à ça.
Merci d'avoir été là.